toutes et à tous. Je voudrais commencer par deux excuses. Première excuse, c'est que j'ai parfois me moqué un petit peu, mais bien entendu, c'est à visée pédagogique. Alors, je vais essayer de me moquer à la fois des vieux et des jeunes. La deuxième, c'est remercier d'abord la doyenne de Brest, Béatrice Kochner, qui avait fait un super topo à la conférence des doyens. Et donc, je me suis un petit peu inspiré de ce topo. Et puis, j'ai une deuxième excuse à vous faire, donc je vais commencer par un échec. Parce qu'au départ, on avait prévu d'avoir un interne. Et alors, vous le voyez, cet interne-là. Et donc, voilà, il est pas mal quand même. Et donc, je suis allé le voir ou les voir. Donc, je leur ai dit qu'il y a un super congrès à Bayonne, c'est génial. Je leur ai dit, tu vas voir, ça va être super. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a répondu, ou qu'ils ont répondu? Ils ont dit, mais c'est un dimanche matin? Il faut vraiment travailler un dimanche matin? Et il y en a deux, je vous assure que c'est vrai, qui m'ont demandé si c'était payé. Et en fait, là, je me suis dit, on a la génération Y devant nous, la génération Z devant nous, pardon. Et donc, c'est hyper intéressant d'en discuter. Et donc, bien sûr, ça m'a mis en colère. Moi, les vieux, une génération Z, on a envie de les étrangler parfois. Hein. Et ben, faut pas les étrangler, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Alors, en fait, bien entendu, le piège de ce topo, c'est que je vous explique que la génération Z, c'est vraiment... Surtout pas. En fait, le vrai problème, en fait, c'est pas la génération Z, c'est le choc intergénérationnel. En fait, c'est la génération Z, c'est la génération Z. Mais voilà. Donc, en fait, il y a un superbe article que je vous conseille de lire. Ça, c'est moi. Enfin, même si voilà. En fait, je suis attaché aux valeurs traditionnelles. J'ai toujours été enclin à travailler, voire même à être maltraité par l'institution dans laquelle je travaille. Hein. C'est-à-dire de faire 6, 8, 10 gardes par mois, parfois, quand j'étais jeune. Et j'ai une persévérance. Je réponds aux défis. Le directeur de l'hôpital, il vient me voir en disant « Oui, il y a un super défi, on va être un projet. » Puis je dis « Ouais, super, j'y vais. » On n'a pas d'argent pour ça, mais on va quand même y aller. Voilà. Et puis, il y a les jeunes, voilà, qui sont dans la même salle, mais un peu à l'arrière. Ils sont constitués majoritairement d'internes, de stagiaires, génération Y ou Z. C'est des médecins qui ont grandi avec technologie numérique, bien entendu, et ils sont conscients des problèmes environnementaux. Mais en fait, l'épanouissement personnel, la recherche des opportunités professionnelles qui ont un sens et qui leur permettent de maintenir un équilibre entre vie perso et vie professionnelle, c'est une valeur majeure pour eux. Et puis, en fait, ils veulent plus des méthodes de management du directeur général qui explique à tout le monde comment il faut faire. La soumission à l'autorité, c'est quelque chose qui ne marche pas, en fait. Ils recherchent des leaders, on va en parler tout à l'heure, mais ils cherchent des mentors, ils ne cherchent pas des patrons qui leur expliquent comment il faut travailler. Alors, bien sûr, on va regarder un peu. Hein, donc, en fait, il y a des générations. Hein, vous avez en fait les générations anciennes, celles qui étaient nées avant-guerre. Hein, les baby-boomers, hein, c'est la génération de mes parents à moi, par exemple, qui sont partis à la retraite. Puis la génération X, plutôt Monsieur Capdevila, plutôt... T'es baby-boomer, toi? T'es un boomer, toi? Voilà. Donc, on en parlait hier soir avec certains. Donc, voilà, génération X, c'est plutôt jusqu'aux début des années 80. Ceux qui sont nés. Voilà. Génération Y, à partir fin des années 80 jusqu'à... Et puis après, la génération Z qui succède. Alors, voilà, en fait, bien entendu, c'est des choses qui sont fausses, des généralités, mais vous allez vous reconnaître probablement. Les traditionnalistes, hein, ceux qui sont nés avant-guerre, qui travaillaient dur, sans compter, la pyramide du travail était acceptée, c'est-à-dire, voilà, respect de l'autorité. Les baby-boomers, ils sont dans le collectif, vous savez, associatif, ils sont optimistes, ils ont changé le monde. Ils ont connu mai 68, ils avaient 18, 20, 25 ans. Hein, ils sont engagés, ils sont même addicts au travail compétitif. Parfois, ils ont pris des drogues aussi dans leur jeunesse. Et ils attendent le respect, en fait, plus que d'être appréciés. Ils sont pacifistes. Hein, ils ont grandi dans des environnements sans guerre. C'est hyper important, ça. Hein, parce que, en fait, je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui chez les jeunes qui sont liées à l'environnement. La génération X, alors ça, c'est plutôt moi. Alors moi, je suis X ou Y, je sais pas, entre les deux. C'est-à-dire pragmatique et sceptique. Hein, respectueux. On est très respectueux de l'autorité. On est loyaux envers notre institution.
que ce soit public ou privé. Hein. On essaye quand même d'avoir une petite balance vie perso, vie pro, mais en fait, c'est pas toujours un succès quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis, on est irrité par les règles, en particulier les règles absurdes. C'est-à-dire, en fait, vraiment, moi, ma vie, c'est de lutter contre les règles absurdes. Je passe mon temps à faire ça. Et dans le poste auquel j'occupe aujourd'hui à la fac, je suis doyen de la fac, donc j'ai beaucoup de règles absurdes, et ça, c'est... Et puis les millennials, alors, on va parler des millennials, ceux qui sont nés après les 2000, mais on peut mettre dedans la génération Z. C'est, bon, voilà, ils sont très narcissiques, hein, très centrés sur eux-mêmes. En fait, c'est probablement... Alors, les sociologues disent que c'est la faute de leurs parents, hein, parce qu'en fait, c'est les enfants rois. C'est-à-dire, en fait, ils ont eu toujours tout ce qu'ils voulaient. Ils sont désirés, encensés, surprotégés. Et en fait, s'ils sont comme ça, c'est en raison du comportement de leurs parents. Ils vivent très mal la critique. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes de confiance en eux, mais on va en reparler. Alors, bien entendu, je le dis, c'est des clichés, on est d'accord. Hein, donc, le prenez pas... mais ça permet de discuter quand même sur le conflit intergénérationnel. Et bien entendu, on va voir que dans les solutions, c'est sortir de ces clichés-là, bien entendu. On est d'accord. Alors, juste, je montre parce que c'est intéressant, si on mettait un verbe pour définir la génération. La génération, après la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui ont subi beaucoup, des choses très dures sur le plan. Après, la génération des boomers, ils avaient le sens du devoir. Ils devaient, du collectif. La génération X, il fallait avoir sa maison individuelle, avoir son jardin, avoir une grosse voiture. Mais la génération Y, c'est-à-dire un peu après, c'était vivre. Ouais, c'est juste après le sida. Donc en fait, il y a eu aux années 80, vous savez, cette espèce il fallait vivre à 100%. Et maintenant, c'est plus des questions de sociabilisation. Il faut sociabiliser, il faut vivre avec les réseaux, il faut avoir sa communauté. Et donc, on voit bien que les choses évoluent. Le problème pour nous, hein, c'est que les jeunes, en fait, l'année prochaine, les jeunes, c'est plus de 50% de la force de travail, les millennials. C'est-à-dire que, en fait, nous, on est minoritaires, les gars. Hein. Et donc, ils vont prendre le pouvoir. Voilà, et tant mieux, à la limite, tant mieux. Mais en fait, moi, j'ai appris ça en faisant ce topo, qu'en fait, je pensais pas que c'était aussi proche. Bon, donc, je dis 35, 40. Mais en fait, non, ils sont les millennials, et on le voit dans les équipes. Moi, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont très mixées. Dans mon équipe, il y a des vieux, des jeunes. Et en fait, il y a plus de jeunes aujourd'hui que de vieux, en particulier en anesthésie. En anesthésie, c'est vrai moi, ma génération n'existe pas en anesthésie. Notre génération, nous, le numerus clausus 3500. Aujourd'hui, il y a 9000. En fait, donc, on est une génération qui n'existe pas. Il y avait les vieux qui partent à la retraite. Et donc, en fait, c'est à eux. Voilà. Donc, Z, c'est en gros pour entre 13-14 ans et 27-28 ans. Pour nous, c'est les internes. Donc, ceux qui travaillent dans le privé, vous allez les voir arriver, les Z. Vous les avez pas encore vus, mais vous allez les voir arriver. Nous, on les a vus. Hein. Donc, au CHU, on les a vus. Vous allez les voir arriver. Voilà. Alors, on va juste... bien sûr, excusez-moi, je le fais un peu en rigolant, mais c'est un dimanche matin et on va... Alors là, est-ce qu'il y a des valeurs communes qu'on pourrait trouver pour la génération Z? Alors, c'est probablement des gens qui ont des idéaux assez forts, en fait. Hein. Ils ont probablement aussi une vision un peu narcissique, égocentrée, un peu individualiste de la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on a tous vu par rapport à notre génération. Ils ont un grand sens de la communauté. En fait, ils se définissent pas forcément par d'où ils viennent, mais de la communauté dans laquelle ils font partie. Alors, ça peut être une communauté politique, sociale, de genre, de mode de vie, mais la communauté des internes, par exemple, la communauté, voilà. Mais on imagine bien toutes les communautés. Ils ont bien sûr un sens de la responsabilité écologique. Il y a une question centrale du genre, en fait, dans cette génération, qui nous, en fait, n'était pas centrale, en fait. Elle a été acceptée. Notre génération a accepté, par exemple, la question d'homosexualité. Mais, en fait, elle n'a pas mis la question du genre de façon aussi centrale que cette génération-là. C'est clairement une génération connectée, on va en parler. Et il y a une question d'immédiateté. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous proposez à une génération Z un plan pour dans 3 ans,
il va vous regarder bizarrement, il va dire, mais en fait, dans 3 ans, c'est beaucoup trop loin pour moi. La question, c'est dans les semaines ou les mois qui viennent. En fait, c'est les plans de carrière à 3 ans, en fait, c'est quelque chose qui ne parle pas à cette génération. Il y a une valeur très importante pour cette génération, et là, je voudrais lever un peu d'hypocrisie de cette génération. En fait, quand on regarde, en fait, aujourd'hui, quelle est la valeur, on va dire, centrale de cette génération, pour moi, c'est ça. Hein, c'est l'argent. En fait, on peut en parler comme on veut, hein, mais quand on travaille 2 ou 3 jours par semaine et qu'on gagne bien sa vie, c'est quand même qu'on a mis au centre la rémunération. En fait, c'est-à-dire que quand on est capable de travailler moins, mais qu'on ne fait pas de concession sur son salaire, c'est que la question de l'argent est centrale. Alors, il ne faut pas être hypocrite, c'est-à-dire, voilà, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir remis la question de l'argent à son centrale, c'est pas négatif. Mais si vous ne me croyez pas, voilà, si vous ne me croyez pas, moi je suis doyen. Aujourd'hui, les spécialités les plus prisées sont les mieux rémunérées. Alors, vous dites, ouais, c'est pas vrai, il dit des bêtises, doyen, il dit vieux. Eh bien, je vous montre l'année dernière, là c'est le diagramme de représentation des choix. Donc, ce qui est en haut, c'est les spécialités les mieux choisies, et ce qui est en bas, c'est les moins choisies. Puis après, vous avez là. Je vous montre ça. Les premières, c'est chirurgie plastique, donc voilà, dermatologie, ophtalmologie, dermatologie, chirurgie maxillofaciale. Et en fait, c'est pas les disciplines qui gagnent le moins bien leur vie. Hein. Et l'anesthésie-réanimation est bien choisie, parce que on gagne bien sa vie en anesthésie-réanimation. Il faut pas se le cacher, il faut pas se le cacher, c'est dire, voilà, c'est une donnée importante aujourd'hui, et quand vous discutez avec un jeune, ils vous disent combien, avec les jeunes étudiants, ils vous disent combien ça gagne. Moi, je suis allé faire un topo dans la classe de mon fils de 3e. Je fais le topo, c'est quoi le métier de médecin, machin, on sauve des vies, là, c'est extraordinaire, machin. Vous avez des questions? Combien ça gagne, monsieur? Je dis, ça gagne bien sa vie, machin. Et, monsieur, combien ça gagne? Alors, je dis, ben, vous savez, quand on est médecin, on a suffisamment d'argent pour... Et il y en a un qui me dit, mais ça gagne 1500, 2000, 3000, 4000? Je dis, mais c'est incroyable. En fait, et c'est en tout cas, on ne parlait pas de ça avant, et aujourd'hui, on parle de ça, et je pense que c'est une bonne chose à la fin, finalement, quand même, parce que nous, on s'est fait avoir pendant des années. Voilà, et on s'est fait attraper, payer à la garde, à 100 € la garde, et on disait, oh, je suis content, je suis payé 100 € la garde. Alors, ils ont des exigences. Hein. Il faut reconnaître la singularité de chacun. En fait, c'est-à-dire que une des exigences de cette génération, c'est de ne pas considérer qu'ils sont tous pareils. Et en fait, on ne peut pas, par exemple, faire quelque chose qui convienne à tout le monde. Et donc, ils ont besoin d'un échange singulier, individuel, avec en particulier les gens avec qui travaillent. La question du salaire, on en a parlé. Ils refusent le paternalisme. Hein. Si vous dites, voilà, enfin, ça marche pas. Le paternalisme, bien entendu, le paternalisme et tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire les questions sexistes, tout ça. Enfin, on est d'accord que tout ça fait partie. Le paternalisme conduit au sexisme et conduit, en fait, à des comportements absolument pas acceptables. Ils ont une relation très complexe à l'autorité. Hein. Par exemple, leur chef de pôle n'est plus leur chef, en fait. Hein. Le directeur de l'hôpital n'est plus le chef de ses médecins. Le directeur de la clinique, en fait, il n'y a plus d'autorité. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Et bien sûr, la qualité de vie et l'équilibre vie perso, vie pro. Alors, il y a des codes de communication très étonnants dans cette génération. Très, très étonnants. Il n'y a pas de filtre. Hein, on dit les choses. Pas de formule d'usage. Moi, je suis doyen. J'ai vu un jeune qui arrive dans mon bureau. Il a ouvert la porte. J'ai un bureau qui fait 4,50 m avec des tableaux. Et il est arrivé dans mon bureau. Il a dit « Salut, tu vas bien ?» Assieds-toi et on va commencer à discuter. C'est un truc, pour nous, qui est vraiment... Enfin, voilà, c'est un truc incroyable. Ça n'existe pas. Donc, on tutoie tout le monde. Il y a peu de valeurs hiérarchiques. Hein, et en fait, il y a un truc aussi c'est recevoir sans donner. Alors, bien entendu, c'est encore une fois un cliché. Mais j'y ai droit, et j'y ai droit. Et ça, c'est un discours qu'on a souvent quand même. Et voilà. Et il y a un truc qu'on a souvent aussi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc débrouille-toi pour le régler. En particulier vers les responsables. Hein. C'est-à-dire, il n'y a personne pour faire la garde ce soir, parce qu'il y a des gens malades. En fait, c'est pas mon problème, débrouillez-vous, c'est votre problème pour le régler. Et en fait, ça, c'est un problème qu'on a souvent. En fait, ce soir, je suis pas dispo, débrouillez-vous, c'est pas mon problème. Alors que notre génération, c'était une honte de faire ça. Et bon, voilà, encore une fois, hein, c'est une génération qui est angoissée. Alors, ils sont angoissés par le désastre écologique qui nous attend, bien entendu.
Enfin, tout le monde fait en sorte que on va être angoissé. Il y a un truc qui s'appelle la softalgie, hein, c'est l'anxiété, enfin l'inquiétude anticipatoire de perdre. En fait, ils sont parfois un peu défaitistes avant de partir. On n'y arrivera pas, de toute façon, c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu fréquent dans cette génération. Ils sont angoissés par les réformes, ils sont angoissés et très sensibles au manque d'équité. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est une valeur très importante, incompris, méfiant. Et je voudrais vous montrer un truc que moi j'ai découvert, qui est, je trouve vraiment central. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur, en fait, de rater quelque chose. Vous imaginez, en fait, c'est une génération qui est quand même sans cesse connectée aux réseaux sociaux. Ils voient sur les réseaux sociaux des choses extraordinaires, des gens qui font des choses extraordinaires. Ils sont à Dubaï, ils sont sur un yacht, ils envoient les photos, ils vivent dans une soirée incroyable. Mais eux, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Mais ils voient des gens faire ça. Et en fait, ce désir d'ubiquité, par exemple, de tout savoir, d'être partout à la fois, se débusque à chaque recoin de leur vie quotidienne. Ils sont alimentés par le flux d'informations des réseaux sociaux. On voit des gens faire des choses extraordinaires, mais on n'y est pas, d'accord? Et donc, on va s'imposer même un rythme social effréné. On va aller dans 3-4 soirées, la même soirée. Parce qu'en fait, on a reçu l'information qu'il y a une super soirée à côté, et il ne faut pas la rater. Et en fait, on a la peur de passer à côté de sa vie, et des soirées, bien entendu, mais à côté de sa vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans cette génération, en fait, ce côté, en fait, de ne jamais être content de l'instant présent, et de toujours penser qu'il y a quelque chose de mieux à côté, qui ferait qu'on s'épanouirait mieux. Et en fait, ça, c'est pour moi la conséquence des réseaux sociaux, de l'hyperconnexion, et de tout ça. Alors, voilà, c'est dans le monde, il y a beaucoup de sociologie là-dessus. Je trouve extrêmement intéressant de parler de ça parce qu'on a quelques leviers là-dessus. Ça vaut le coup d'en discuter avec eux quand même. Voilà. Je pense que voilà, la clinique d'à côté, elle est probablement très bien, mais il y a aussi des choses très bien à l'endroit où on est. Et parfois, dans différentes cliniques, il y a aussi des choses un peu différentes. Donc peut-être arriver, nous, à mettre en valeur ce qui est bien chez nous pour que les jeunes profitent un petit peu. Alors, ils ont des illusions, bien sûr. Hein. Il y a un certain dilettantisme, il faut bien le reconnaître. Hein. Il y a un refus de tout confort et des contraintes. Enfin, c'est-à-dire, la garde du samedi, du dimanche, ça n'intéresse personne, on est d'accord. Mais en fait, cette génération-là, quand ils sont de garde le samedi, ils ont l'impression de passer à côté de leur vie et de la soirée qui se passe le samedi. Et donc, ils n'ont pas envie d'être de garde le samedi. Et ils vont tout faire pour ne pas être de garde le samedi. Et donc, aujourd'hui, les gardes du samedi, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire que, en fait, on n'arrive plus à trouver des gens aux urgences, ils n'arrivent plus à trouver des jeunes pour faire la garde du samedi. Et en fait, c'est la conséquence qu'on vient de dire. Alors, l'excellence, par exemple, nous, notre génération, c'était la quête de l'excellence, vous êtes l'élite, tout ça. Ça, c'est fini complètement. L'excellence n'est plus un objectif. Et même l'excellence, elle est vécue comme un élitisme délétère. Hein. Et donc, si vous allez vers cette génération en disant « il faut qu'on soit le meilleur service du monde », en fait, ça ne marchera pas. Et donc voilà, il faut s'adapter, il va falloir s'adapter, et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que la quête d'excellence complètement, en fait, idéalisée, dans laquelle on s'est tous fait attraper, nous, pendant des générations, en fait, ça crée des désillusions colossales, et voilà. Donc, en fait, attention, travaillez peu, gagnez beaucoup, voilà, je vous laisse avec ça, mais c'est quand même quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc, il y a une recherche d'opportunités. C'est quoi l'endroit où je gagne le plus en travaillant le moins, quand même, il faut bien le dire. Et puis, il y a certains nomadismes. Nomadisme, voire... enfin, nomadisme, je vais rester sur ce terme-là. Mais on va aller chercher les meilleures opportunités. Et donc, il va falloir, nous, se défendre pour arriver avant. Et il y a quand même, bien sûr, des atouts à cette génération. Hein. Ils sont très agiles, ils vont très vite. Voilà. Et en fait, moi je trouve que les plus intelligents de cette génération sont bien plus intelligents que les plus intelligents de notre génération. Je suis impressionné parfois par vraiment la clarté d'esprit. Enfin, voilà. Les gens, les brillants, ils sont impressionnants. Vraiment. Ils sont très rapides, ils travaillent vite. Quand ils veulent travailler, ils travaillent vite. Ils sont sensibles au progrès. Et donc ça, c'est très intéressant, sensible aux nouvelles technologies. Voilà. On est dans un monde qui évolue de façon constante, et en fait, ça, c'est intéressant. Ils aiment apprendre quand même. À la fin, si on les prend bien, ils aiment apprendre. Ils souhaitent de l'interactivité. Ils veulent de la transparence.
Ils sont soucieux du patient et de leurs valeurs. Et ça, c'est très important. On sort d'une génération qui n'avait rien à foutre de ce que pensait le patient, à une génération qui met ça au centre du problème. Et ça, je pense quand même que c'est un atout majeur pour eux. Et donc, pour synthétiser, il y a clairement une vision différente. Ma génération X, c'était qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir. C'était c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi le truc. La génération Z, c'est qu'est-ce que vous faites pour que je réussisse. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment vrai. Et je pense que ça questionne beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, en fait, on doit se questionner sur... Et c'est vraiment assez simple, finalement. Qu'est-ce que fait l'institution, l'hôpital, la clinique dans laquelle vous travaillez, pour que les gens se sentent bien, pour que les gens réussissent? Et donc, au départ, on peut le prendre comme quelque chose d'un peu lourd, mais finalement, en fait, c'est vraiment intéressant. Et ils ont raison. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est fait avoir. Nous, en fait, ils nous le disent. Mais vous croyez que je vais accepter la condition de travail que vous avez acceptée, vous? Je me dis bien sûr que non. Et en fait, c'est un peu dur pour nous, mais ils ont raison. Ils ont raison. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que cet interne, aujourd'hui l'interne, que vous aurez comme collègue, réussisse, se sente bien? Comment on prend en charge de façon active les questions de sexisme? Comment on prend en charge de façon active les questions de vie perso, vie, voilà. Moi, je ne veux pas travailler le vendredi. Pendant des années, on me dit, mais c'est pas possible. Et bien, aujourd'hui, on commence à discuter un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a des solutions magiques? Je finirai là-dessus. J'espère qu'il n'y a pas de Marseillais dans l'assistance. Pardon, excusez-moi. Alors, bien sûr, la solution, elle est... Mais ça rejoint le topo de Karine et de l'interne tout à l'heure, c'est en fait il faut améliorer le dialogue intergénérationnel, bien entendu, puisque c'est pas une question d'une génération, c'est une question d'un conflit de génération. Et donc, il va falloir que tout le monde se prenne en main. En fait, il faut absolument, c'est absolument éviter les stéréotypes. C'est-à-dire, ouais, c'est encore une génération Z, voilà. Il faut prendre en compte les individualités. Dans cette génération, ils sont très différents, et donc il va falloir à un moment être capable de prendre le temps d'aller discuter de façon individuelle. On ne peut pas appliquer une règle à tout le monde. Notre génération, il y avait des règles et tout le monde s'y confrontait. Aujourd'hui, on ne peut plus appliquer la même règle pour tout le monde. Et il va falloir l'appliquer différemment, mais avec un souci d'équité. L'égalité n'est plus la valeur majeure, c'est l'équité qui est la valeur majeure. On va traiter les choses différemment, mais de façon équitable. Il faut accepter une vision différente du monde et du monde de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut accepter que les jeunes ils remettent en cause notre façon de fonctionner. Si on ne fait pas ça, voilà, il faut l'accepter. Et même dans votre clinique, vous allez avoir, ils vont remettre en cause la façon de fonctionner. Et ben voilà, prenez-le et puis essayez d'avancer. Il faut être flexible des deux côtés, bien entendu. Il faut être flexible du côté des plus vieux et flexible du côté des plus jeunes. Sinon, ça va être compliqué. Et en particulier sur l'organisation de travail. On ne peut pas être soumis à des diktats, c'est parfois trop compliqué à gérer, donc il va falloir à un moment trouver un équilibre. Il y a un rôle majeur de l'ambiance de travail aujourd'hui, c'est sûr. Si vous êtes dans un ambiance de travail délétère, les jeunes ne viendront plus travailler chez vous, c'est fini. Et donc si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine. Et ils le disent très bien, le premier truc c'est l'ambiance de travail, le deuxième c'est le salaire. Et donc voilà. Il faut de la rétroaction. La rétroaction des deux côtés, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec quelqu'un de génération Z, ils ont besoin que vous leur disiez ce que vous pensez de leur travail. Mais donc c'est le topo d'hier aussi, il faut être formé à faire de la rétroaction du débriefing. Et eux, ils vont vous faire de la rétroaction. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, oui, mais non, toi, t'es pas un bon leader, machin, moi, et ben, voilà. Donc, au départ, vous pouvez le prendre un peu de façon un peu, il se prend celui-là, mais en fait, bon, il va falloir l'accepter. Et puis, il faut faire du mentoring, centré sur le développement personnel, sur la progression. Le mentoring, aujourd'hui, c'est plus du leadership, c'est du mentoring, c'est de l'accompagnement centré sur le développement personnel. Il faut transmettre le sens du travail, de la responsabilité, le plaisir. Donc, j'ai quelques conseils pour la génération Y. Je vous conseille d'investir sur l'art de la négociation, donc quelques livres là. Il y en a un deuxième, il y a même un livre de Donald Trump qui vous explique comment négocier. Donc, il va falloir négocier. Un deuxième livre que moi je trouve beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. 2,80 €, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Génial, génial. Et puis pour conclure, voilà, l'avenir. Est-ce qu'il faut continuer à faire le congrès le dimanche matin? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est payé? Alors,
Olivier, moi tu m'as payé en jambon et en fromage, et j'avais accepté le deal. Probablement ça marchera aussi dans les années qui viennent, il faut trouver, voilà. Et je vous remercie, parce que comme ça on sera tous contents.